Jérusalem, nous sommes en direct en ligne avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. On va commencer évidemment avec l'Iran. L'Iran qui a une nouvelle fois menacé d'intervenir si Israël continuait d'opérer au Liban. Oui, selon Téhéran, Israël aurait violé le cessez-le-feu à 84 reprises en 2 jours. L'armée iranienne prévient, si les frappes continuent, Israël devra s'attendre à une réponse sévère. Côté israélien, on rejette ces accusations. Tsahal affirme avoir agi pour écarter des menaces immédiates contre ses soldats encore déployés dans le secteur du Beaufort. L'armée indique aussi avoir détruit un lanceur utilisé par le Hezbollah après des tirs de roquettes vers ses forces. Et une situation qui inquiète visiblement le président américain. Et cette escalade inquiète aussi Donald Trump. Le président américain s'est dit mécontent de la poursuite des combats au Liban. Selon lui, cette situation risque de jeter une ombre sur l'accord plus large en préparation avec l'Iran et qui pourrait être signé ce vendredi à Genève. Et en Israël, on assure que malgré tout, Tsahal ne se retirera pas du sud Liban tant que la menace du Hezbollah restera présente. Alors on en sait aussi un peu plus ce matin, Olivier, sur les contours de l'accord en préparation entre les États-Unis et l'Iran. Oui, il y en a un document qui a été présenté comme le projet final du mémorandum d'entente et qui a été diffusé par des opposants iraniens et relayé par plusieurs médias arabes. Et selon son authenticité, n'a pas été officiellement confirmée, mais plusieurs de ces dispositions correspondent aux informations évoquées ces derniers jours. Et le texte donc prévoit notamment une levée immédiate de certaines sanctions sur les exportations du pétrole iranien, ainsi que le dégel progressif d'avoir financier de la République islamique. Il évoque également un vaste programme d'investissement pouvant atteindre jusqu'à 300 milliards de dollars pour soutenir l'économie iranienne. À Jérusalem, l'inquiétude est grande. Israël affirme ne pas avoir eu accès aux documents et craint que l'Iran bénéficie d'importantes concessions économiques avant même de la conclusion d'un accord définitif sur son programme nucléaire. Et justement, la question du nucléaire reste au cœur des préoccupations israéliennes. Oui, Lana, puisque selon le document divulgué, l'Iran réaffirme qu'il ne cherchera jamais à se doter de l'arme nucléaire, mais le texte ne prévoit pas à ce stade de démantèlement des installations nucléaires iraniennes, ni le transfert de l'uranium déjà enrichi hors du pays. Plusieurs responsables estiment que cet accord risque donc de laisser intacte l'infrastructure nucléaire iranienne tout en offrant à Téhéran un important répit économique et diplomatique. Et puis les questions à présent d'une innovation, Olivier, qui pourrait changer l'avenir de la défense israélienne. Israël travaille actuellement sur une version aéroportée du système laser Iron Beam. Vous savez, c'est ce nouveau système qui pourrait être installé à bord d'avions et d'hélicoptères. Et l'objectif est d'intercepter les menaces bien avant qu'elles n'atteignent les frontières israéliennes. Les premières missions viseront principalement les drones, devenus l'une des principales menaces des conflits modernes. Et puis l'avantage est aussi économique. Un tir laser coûte quelques dollars contre parfois plusieurs centaines de milliers de dollars pour un missile d'interception classique. Le reste de l'actualité, c'est un chiffre qui va à l'encontre de certaines idées reçues. Oui, Lana, puisque selon les données du Bitoach Leumi, le nombre d'Israéliens ayant perdu leur statut de résident a nettement diminué en 2025. Au total, un peu plus de 35 600 personnes ont quitté le pays ou perdu leur résidence, leur statut de résident contre plus de 46 000 l'année précédente, soit une baisse de près de 23%. Pour le Bitoach Leumi, ces chiffres montrent qu'après les inquiétudes liées à la guerre et aux tensions sécuritaires, le phénomène des départs massifs souvent évoqués ces derniers mois ne se confirme pas dans les statistiques officielles. Et puis on termine avec le Bnei Akiva qui a été reconnu comme le mouvement de jeunesse le plus grand d'Israël. Oui, Lana, puisque selon les chiffres publiés par le contrôleur de l'État, il compte plus de 85 000 membres, soit près d'un quart de l'ensemble des jeunes inscrits dans les mouvements de jeunesse en Israël. Le Bnei Akiva dispose également du réseau le plus étendu du pays avec 430 antennes réparties dans 140 collectivités locales. Pour les responsables du mouvement, cette progression constante témoigne de l'attachement de nombreuses familles aux valeurs du sionisme religieux, de l'engagement communautaire et du volontariat. Radio
nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 17 juin 2026 avec un temps qui sera aujourd'hui partiellement nuageux et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Des températures qui sont en légère hausse principalement dans le nord d'Israël où elles seront légèrement supérieures au normal de saison. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Haïfa, 30 à Tel Aviv, jusqu'à 29 degrés ici à Jérusalem, 34 degrés à Beersheba et 40 degrés à Eilat. Depuis plusieurs jours, les déclarations de Donald Trump et les informations qui filtrent sur l'accord avec l'Iran suscitent de nombreuses interrogations en Israël. Certains parlent même d'un tournant dans les relations entre Washington et Jérusalem. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Jacques Neria. Jacques, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Vous êtes ancien colonel du renseignement et vous avez été aussi conseiller politique de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin, et puis vous suivez surtout depuis de longtemps et de longues années les évolutions stratégiques au Moyen-Orient. Je voudrais d'abord qu'on parle, si vous voulez bien, Jacques, des déclarations, je ne sais pas comment on peut les qualifier, surprenantes, étonnantes, de Donald Trump concernant d'abord l'Iran, où il parle que les négociations avec l'Iran, c'était un plaisir de négocier avec l'Iran, alors qu'il y a quelques jours, il disait qu'il fallait détruire, qu'il voulait détruire la civilisation iranienne. Il parle aussi d'Israël, comme quoi Israël existait grâce aux États-Unis. Beaucoup de déclarations. Alors, comment ces déclarations, vous avez été surpris, vous avez souri, comment vous avez réagi face à ça? Écoutez, sourire, je dirais, c'est trop dire, c'est tout simplement un désastre diplomatique du côté israélien. L'allié d'hier est devenu le rival d'aujourd'hui, et alors que l'ennemi d'hier est devenu le partenaire d'aujourd'hui. C'est tout simplement une situation aberrante et incompréhensible, mais qui a une certaine logique du côté américain, puisque Donald Trump est en train de recréer l'atmosphère qui existait dans les relations américo-iraniennes avant la chute du Shah. Donc c'est une entreprise qui a toujours, je dirais, souri et attiré les Américains de se retrouver dans les bras de l'Iran, et naturellement l'Iran comme une puissance régionale, une puissance qui peut exercer un certain pouvoir d'hégémonie sur la région, une situation apaisante, stabilisante, c'est ce que les Américains voient, alors que naturellement pour nous cette situation est une situation, je dirais, de désastre, puisque la menace nucléaire iranienne n'a pas été effacée, la menace balistique non plus n'a pas été traité. Ce qui est encore de plus stressant du point de vue israélien, c'est l'incapacité d'agir librement au Liban. Donc dans le cadre qui est proche géographique à Israël et qui intéresse, je dirais, c'est la région nord de l'État d'Israël, et non seulement la région nord. Eh bien, Israël se trouve aujourd'hui non seulement avec les mains liées derrière le dos, mais je dirais elles sont liées avec des menottes d'acier qui ne lui permettent pas d'agir dans la région au Liban, et naturellement, et en attendant que le verdict qui va se passer le vendredi, est-ce que les États-Unis vont tout simplement obliger Israël, déclarer qu'Israël devrait se retirer totalement du Liban. Et là, je dirais, le désastre diplomatique serait accompagné par une catastrophe sécuritaire, mais tout cela, naturellement, est à voir d'ici 2 jours. Alors, un des points aussi controversés, c'est le fonds d'investissement de 300 milliards de dollars qui est destiné à l'économie iranienne. Alors, c'est un fonds d'investissement de sociétés et d'entreprises privées. Mais quel est, d'après vous, le message que cela envoie à Téhéran ? Alors, exactement, c'est ce que je suis en train de dire, que les États-Unis sont en train de rechercher l'amitié des Iraniens, de rechercher l'alliance qui existait dans le passé entre le Shah Pahlavi avec l'administration américaine. Eh bien, ici, il semble
que Donald Trump entrevoit une fissure par laquelle il peut s'introduire et, je dirais, reconstruire cette pyramide de relations entre les États-Unis et l'Iran, qui est un client important, qui est un client stratégique, et naturellement, qui est comparé à Bahreïn, comparé au Koweït ou à Qatar ou aux Émirats, eh bien, naturellement, cette superpuissance a prouvé qu'elle était là pour rester. Alors, aussi un autre point qui est aussi étonnant, c'est que Donald Trump est allé jusqu'à suggérer que la Syrie pourrait jouer un rôle contre le Hezbollah. Alors, vous connaissez bien ce pays, la Syrie. Cette situation d'engager la Syrie dans le conflit libanais, surtout contre le Hezbollah, a été soulevée déjà depuis des mois. Depuis des mois, Tom Barak, l'ambassadeur américain en Turquie et qui est l'émissaire de Donald Trump en Syrie et au Liban aussi, a tout simplement suggéré cette intervention qui a été reprise aussi par l'ambassadeur américain au Liban, et tout cela pour dire je dirais, d'un côté, humilier Israël en disant publiquement que le travail serait meilleur fait par les Syriens que par les Israéliens. Donc, les Israéliens sont incapables de le faire, donc laissons les Syriens le faire. Et naturellement, dans ce cas-là, est-ce que la Syrie sera, je dirais, accueillante à cette proposition? Eh bien, moi, personnellement, je pense que non. Et le fait d'avoir été présent au Liban depuis 1976 jusqu'à 2005 ne veut pas dire qu'aujourd'hui la Syrie est prête à reprendre ce rôle de policier au Liban. En 1976, la Syrie est intervenue au Liban après invitation officielle de l'État libanais, alors qu'ici ce ne sera pas le cas. Et donc, dans ce cas-là, je dirais, c'est pour cela qu'Israël s'oppose. Parce que si jamais il y a une situation où les Syriens vont avancer et remplacer le Hezbollah au sud Liban, eh bien, c'est une situation qui est intolérable du point de vue israélien. D'un autre côté, je ne pense pas que la Syrie d'Ahmadinejad est intéressée aujourd'hui d'intervenir au Liban. Elle a des priorités beaucoup plus importantes au sein de la Syrie, la stabilisation de la Syrie, l'économie de la Syrie, la reconstruction de la Syrie qui pendant des années et des années a souffert de la misère qui a créée par Bachar el-Assad. Eh bien, cette situation ne permet pas à Ahmadinejad de se libérer je dirais, du problème kurde, du problème druze, du problème alawite et d'intervenir au Liban. De ce point de vue-là, je dirais c'est un non-starter, comme le disent les Américains, et c'est tout simplement pour essayer de taquiner Israël et de susciter de nouveau, de l'humilier publiquement pour dire, écoutez, très chers amis, mettez-vous dans les rangs et observez mes instructions. Ouais. Alors, vous avez parlé de désastre de la diplomatie israélienne, mais qu'est-ce que Benjamin Netanyahou peut-être a fait de mal, ou qu'est-ce qu'il aurait dû faire autrement justement pour essayer d'éviter cette situation? Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose d'autre en fait? Écoutez, les Américains disent clairement, que Benjamin Netanyahu voulait que la guerre continue indéfiniment. Ça, c'est d'un. De deux, quand il a compris que les Américains allaient tout simplement signer un accord avec les Iraniens, les Américains disent qu'il a tout fait pour saborder cet accord-là. Pour cette raison-là, pour ces deux raisons-là, Donald Trump s'est retourné contre Netanyahou et naturellement, il l'a mis de côté, l'a empêché d'intervenir dans toutes les discussions et les négociations qui se sont passées avec les Iraniens, et de plus lui a interdit, je dirais, de recevoir le brouillon de l'accord qui a été signé déjà digitalement et qui sera signé officiellement le vendredi. Donc de ce point de vue-là, c'est tout simplement mettre Netanyahou en place, parce qu'il y a ici, je dirais, une colère qui se dessine, une colère qui commence à être, je dirais, pernicieuse, puisque le président américain d'abord a déclaré que Benjamin Netanyahu n'allait pas participer aux prochaines élections. C'est tout simplement comme un signal pour dire à Netanyahu, écoutez, il est grand temps de vous retirer. Deux, il a aspergé, je dirais, Netanyahou de tous les épithètes et de tous les attributs d'imbécilité presque, je dirais, dans sa conduite politique. Tout cela est, je dirais,
qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas le fait d'avoir Netanyahou comme Premier ministre, pour l'opposition comme pour la coalition, eh bien c'est notre Premier ministre. Et le fait de l'humilier publiquement tel que le fait Donald Trump, je dirais ça ne s'est jamais passé. Ouais. Je ne vois pas comment moi, à côté de Rabin, Rabin aurait supporté une telle situation. Justement, si vous étiez aujourd'hui le conseiller de Benjamin Netanyahou, qu'est-ce que vous aurez donné comme conseil? Qu'est-ce que vous lui aurez recommandé de faire? Plonger sous le radar. Plonger sous le radar et passez-vous pour l'instant, laissez la colère passer. Et d'attendre encore. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Jacques Neria pour votre intervention ce matin. Merci pour ces informations et à très bientôt sur Studio Qualita. Merci d'avoir été avec nous. Bientôt, Olivier. Et ce matin, plusieurs quotidiens israéliens s'inquiètent des conséquences de l'accord entre Washington et Téhéran. Et comme le Israel Hayom, qui estime que la levée des sanctions pétrolières pourrait permettre à l'Iran de récupérer rapidement des dizaines de milliards de dollars sans avoir encore fait de concessions majeures sur son programme nucléaire. Israel Hayom souligne aussi les critiques de Donald Trump contre les opérations israéliennes au Liban et rappelle que Jérusalem n'a toujours pas accès au texte complet de mémorandum d'entente négocié avec l'Iran. Le journal cite également Ron Dermer, proche de Benjamin Netanyahou, qui estime que cet accord est avant tout un accord économique et se montre très sceptique sur la volonté de l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires. Et aujourd'hui, on en sait en tout cas un peu plus sur le contenu de l'accord en préparation entre les États-Unis et l'Iran. Et selon les informations publiées par la chaîne saoudienne El Arabiya, le mémorandum d'entente qui devrait être signé vendredi à Genève prévoit d'abord un arrêt des hostilités sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban. Le document prévoit également l'ouverture de négociations de 60 jours en vue d'un accord définitif sur le nucléaire iranien. Mais c'est surtout le volet économique qui retient l'attention. Dès la signature du texte, Washington lèverait des sanctions visant les exportations iraniennes de pétrole et de gaz et permettrait la reprise du trafic maritime iranien dans le détroit d'Ormuz, une mesure qui pourrait rapporter rapidement plusieurs dizaines de milliards de dollars au régime iranien alors que son économie a été fortement fragilisée par la guerre. Et certains commentateurs estiment que Donald Trump est en train d'abandonner Israël, comme Boaz Haitzny dans le Yediot Ahronot, qui compare cette décision à une capitulation face à Téhéran et affirme que les alliés régionaux des États-Unis pourraient eux aussi perdre confiance dans les garanties américaines. Pour Boaz Haitzny, le véritable test est désormais entre les mains de Benjamin Netanyahou. Il appelle le Premier ministre à maintenir la présence israélienne dans les zones stratégiques de Gaza, du Liban et de la Syrie afin de démontrer qu'Israël continuera à défendre ses intérêts même en cas de désaccord avec Washington. Et pour le Yediot de ce matin, la crise entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump a atteint un niveau inédit. Le quotidien estime que Jérusalem a misé toute sa stratégie diplomatique sur son alliance avec le président américain et se retrouve aujourd'hui sans véritable solution de rechange. Le Yediot revient sur les déclarations très dures de Donald Trump au sommet du G7. Le président américain a critiqué les frappes israéliennes au Liban, affirmé qu'Israël devait faire preuve de davantage de retenue et a même suggéré que la lutte contre le Hezbollah soit confiée à la Syrie. Pour le Yediot Ahronot, Israël découvre aujourd'hui les limites de sa dépendance avec Washington et pourrait devoir gérer seul les conséquences de cet accord. Il est aussi question des inquiétudes grandissantes des services de renseignement israéliens concernant toujours cet accord avec l'Iran. Et selon des évaluations transmises au gouvernement, Téhéran n'aurait pas réellement l'intention d'aboutir à un accord nucléaire définitif. L'objectif serait surtout d'obtenir rapidement un allègement des sanctions et une reprise des exportations de pétrole avant de faire traîner les négociations.
Les responsables sécuritaires craignent que ces 60 jours de discussion permettent à l'Iran de gagner du temps et de réduire encore davantage le délai nécessaire pour accéder à l'arme nucléaire. Yaharon Avraham de la chaîne 12 souligne également que la méfiance croissante entre Jérusalem et Washington. Israël a demandé de consulter l'accord d'entente négocié avec Téhéran, mais les Américains ont refusé une information donc de Yaharon Avraham de la chaîne 12. Et puis cette réaction venue de Turquie qui retient aussi l'attention ce matin de la presse israélienne. Selon le Maariv, plusieurs commentateurs proches du pouvoir turc ont salué l'accord entre les États-Unis et l'Iran qu'ils présentent comme un revers diplomatique majeur pour Israël. Lors d'un débat diffusé sur une chaîne turque, certains intervenants ont affirmé que la guerre avait affaibli la position régionale d'Israël et renforcé le rôle de la Turquie et des pays du Golfe dans le nouvel équilibre du Moyen-Orient. En politique intérieure à présent, un nouveau compromis se dessine autour de la crise de la conscription des ultra-orthodoxes et c'est une information de la chaîne E24 News selon laquelle le ministre des Finances Bezalel Smotrich soutient une initiative visant à empêcher l'arrestation des dizaines de milliers de jeunes ultra-orthodoxes considérés comme réfractaires au service militaire. D'après le média, Benjamin Netanyahu aurait proposé au parti orthodoxe un texte de loi qui effacerait la situation juridique de 90 000 appelés concernés et suspendrait immédiatement les procédures d'arrestation. Nouvelle technologie, le gouvernement israélien a approuvé hier un vaste plan national pour faire d'Israël un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Israël Hayom nous apprend que le programme prévoit des investissements massifs dans les infrastructures informatiques, la recherche, l'enseignement et la formation. Il comprend également la création d'un institut national dédié à l'intelligence artificielle ainsi que le développement d'un ordinateur quantique israélien. Benjamin Netanyahu a affirmé vouloir faire de l'État hébreu une superpuissance mondiale de l'intelligence artificielle, comme Israël est déjà devenu dans le domaine de la cybersécurité. Et pour terminer, une note optimiste, Israël Hayom met en lumière l'ouverture d'un programme, le programme Taglit XL 2026, une initiative considérée comme l'un des programmes de leadership les plus prestigieux du monde juif, accueille cette année près de 80 étudiants sélectionnés parmi des milliers de candidats issus des plus grandes universités américaines. Pendant 2 mois, ces jeunes talents découvriront Israël et effectueront des stages dans des entreprises de pointe, des secteurs de la technologie et de la finance. Pour Israël Hayom, cette nouvelle promotion illustre l'attractivité de l'économie israélienne et l'attachement d'une nouvelle génération de jeunes juifs du monde entier à l'État d'Israël. Combien d'entre vous connaissent la rue Yehuda Margoza à Jaffa, à Tel Aviv? Et pourtant, le nom de cette célèbre rue cache l'une des figures les plus remarquables de l'histoire juive de la Palestine mandataire, le rabbin Yehuda Halevi de Ragusa. Qui était cet homme? Un savant, un visionnaire et surtout un bâtisseur, un homme qui à lui seul a transformé la petite communauté juive de Jaffa au XIXe siècle. Né en 1783 à Sarajevo, le rabbin Yehuda arrive en terre d'Israël à seulement 18 ans. Il a étudié à Ragusa, l'actuel Dubrovnik en Croatie, avant de consacrer sa vie au service religieux et communautaire. En 1825, il devient rabbin de Jaffa. À cette époque, la ville ne compte que quelques milliers d'habitants et une minuscule communauté juive. Mais le rabbin remarque quelque chose d'étrange. Lorsqu'un juif meurt, on transporte son corps jusqu'à Jérusalem pour l'enterrement. Pour quelle raison? Une interprétation complexe de la halacha, la loi juive. Le rabbin Yehuda décide de trancher la question religieuse. Il démontre qu'aucune interdiction ne s'oppose à la création d'un cimetière local. En 1834, il fonde officiellement le cimetière de Jaffa. Un acte simple mais révolutionnaire. Cette communauté peut maintenant s'enraciner durablement. Mais qui était vraiment cet homme qui a gagné le respect de tous, juifs, chrétiens et musulmans?
Un homme qui parlait couramment 6 langues, l'hébreu, l'arabe, le serbe, le turc, le français et le ladino. Le rabbin Yehuda était aussi un diplomate hors pair. Il a réuni séfarades et ashkénazes au sein d'une même assemblée, brisant les divisions. En 1868, il a ouvert les portes de l'école de l'Alliance israélite universelle à Jaffa, une institution qui allait former toute une génération de jeunes juifs. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'il ne s'est pas contenté de parler, il a agi. Précurseur du sionisme politique, il s'opposait au système de la Chalouka, ces dons envoyés par les communautés juives de la diaspora afin de subvenir aux besoins des juifs installés en Terre Sainte, mais qui les maintenaient dans la dépendance. Alors, il a planté lui-même un verger d'orangers. Quand vous vous promenez aujourd'hui dans le quartier Montefiore de Tel Aviv, vous marchez sur les terres de ce verger, ce petit coin de verdure que le rabbin Yehuda avait acheté et cultivé avant de le vendre à Sœur Moses Montefiore. Alors si vous passez par le cimetière du juif de Jaffa un jeudi matin, il est généralement ouvert au public, passez vous recueillir sur sa tombe. Rabbi Yehuda le mérite. Il pensait que la terre d'Israël était plus qu'une promesse, c'était un projet à construire, pierre par pierre, champ par champ. Hors cadre conclu entre Washington et Téhéran provoque de nombreuses réactions. On en parle depuis le début de cette semaine en Israël, dans le monde et puis au sein de la diaspora iranienne qui regarde d'un œil inquiet ce qui se passe entre méfiance et incertitude aussi. C'est important d'entendre le point de vue justement, le regard d'un Iranien et justement pour nous éclairer, il est avec nous en direct, le sociologue franco-iranien Didier Idiadi. Bonjour Didier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est à vous qu'il faut poser. Je suis heureux de vous revoir là. C'est le plaisir partagé, vous le savez Didier, vous êtes toujours le bienvenu et c'est vrai que pour moi c'était important d'entendre votre point de vue ce matin et la question justement, je vous la retourne. Comment vous allez aujourd'hui après l'annonce de cet accord en tant qu'Iranien? Quelle a été votre première réaction? Vous savez, le peuple iranien avait toujours cette détermination pour lutter contre le régime islamiste, et surtout depuis une trentaine d'années, et surtout encore plus depuis ces dernières années, effectivement, pour en finir avec le régime islamiste en Iran. Là. Quand il y avait effectivement de la guerre, et qui a été organisée par des Israéliens et des Américains contre les objectifs militaires, disons, du régime, eh bien, cela renforçait l'espoir, bien évidemment, pour en finir avec le régime iranien. Car c'est une machine de guerre véritablement difficile à casser, ce régime islamiste en Iran. Et donc, il fallait qu'il y ait également une sorte donc d'aide au niveau international pour aller dans le même sens que le peuple iranien. Mais aujourd'hui, effectivement, avec ce qui est annoncé, le plan, eh bien, on constate la chose suivante, que les objectifs initialement envisagés par des Américains ne sont pas du tout jusqu'à maintenant respectés, si vous voulez, c'est-à-dire la question nucléaire, la question des missiles, la question des 450 kilogrammes d'uranium enrichi, la question des groupes terroristes au Moyen-Orient, on n'en parle pas. Et donc, est-ce que dans la version définitive qui sera publiée le vendredi, il y aura quelques éléments? On ne sait pas. Mais déjà, à ce niveau-là, il y a une certaine déception, si vous voulez, et quand je regarde les messages, effectivement, de la part des Iraniens, ils sont mécontents. Mécontents, c'est parce qu'ils ont ce sentiment d'être abandonnés par des Américains. Bien évidemment, ils gardent certaines parties de la population qui est contre le régime garde un certain encore espoir, car on pense qu'effectivement le régime iranien il va pas respecter ses engagements avec les Américains. Alors, déception, vous le dites, et même plus encore. Hier, par exemple, on a entendu un ancien officier du renseignement israélien, Raphaël Jérusalemi, sur Radio J, nous dire que Donald Trump était un criminel contre l'humanité, criminel contre les Iraniens qui vont devoir subir encore la répression, etc. Est-ce que vous iriez jusque-là, vous aussi, Didier ?
C'est vrai que effectivement le régime iranien s'est préparé pour réprimer et toujours et encore davantage là, car le régime iranien a peur du peuple iranien et donc effectivement de la mobilisation dans les rues, dans les quartiers, à la fois sur la base des gardiens de la révolution, des Basiji, et aussi effectivement des groupes, disons, irakiens, libanais, etc. Quoi. Et donc, véritablement, ce que le régime prépare par rapport au peuple iranien, c'est la répression sévère. Là. Et donc, effectivement, quand le président américain il a dit, allez-y, on va vous aider là, eh bien, beaucoup d'Iraniens s'interrogent, alors où est-il cette aide-là? Et donc, véritablement, c'est une trahison. C'est une trahison pour vous? Oui, jusqu'à maintenant, vu le contexte et vu les informations diffusées, c'est une trahison de là. Et bien évidemment, et parce que donc il y a également le côté du peuple israélien également là. Donc cela également est abandonné de certaines manières, mais bon, heureusement que encore les Israéliens ils résistent par rapport à ce qui se passe au Liban, si vous voulez. Mais visiblement, ce plan de paix cherche à étouffer et à la fois le peuple iranien, mais également Israël. Oui. Mais bon, il faut continuer la guerre contre le système islamiste, car effectivement, on n'a pas d'autre choix. Donc, quand vous dites il faut continuer la guerre, c'est-à-dire que vous souhaitez que Israël, par exemple, frappe directement l'Iran, engage une opération contre l'Iran, par exemple. Comment vous voyez ça, vous? Bon, on avait évoqué à plusieurs reprises que regardez là, à la fois les capacités, disons, des balistiques et du régime, il en reste encore une bonne partie en action là, enfin en action possible, si vous voulez là. Mais également, quand vous regardez également les responsables du régime, il y a à peu près une quinzaine de responsables qui sont des grandes figures de la République islamique, tels que Radan, tels que Égéi, tels que effectivement le commandant des gardiens de la révolution, etc. Ce sont des gens méchants, des ennemis du peuple iranien également là. Et donc, bien évidemment, on espérait à ce qu'il y ait effectivement une série, disons, d'actions contre bien évidemment les responsables du régime iranien, mais en même temps, y compris aussi concernant les groupes armés étrangers qui sont actuellement en Iran, également, on attendait, c'est vrai qu'on attendait de la part des Iraniens à ce qu'il y ait des attaques de la part des Israéliens contre leur présence quand ils sont dans les rues. Et bien évidemment, bon, visiblement, la question des sites nucléaires également n'est pas tout à fait réglée. Alors, est-ce que le régime iranien va, bien, coopérer avec les Américains? Moi, je ne suis pas du tout d'accord et donc je pense que donc ils vont faire capoter donc cet accord-là et que par conséquent, oui, on a ce sentiment à la fois d'être dans une situation d'impasse, c'est parce que les Américains se retirent visiblement, ou également on est également en colère et on espère encore que les actions de la part des Israéliens soient maintenues. Est-ce que vous avez, Didier, des échos aujourd'hui de la population iranienne sur place en Iran, de ce qu'elle fait, de comment elle vit? Est-ce que les manifestations, par exemple, se poursuivent? Comment ça se passe pour eux sur place? Écoutez, actuellement, comme vous le savez, le régime iranien s'est mobilisé pour contrôler absolument tout, y compris l'Internet qui est donc ouvert là, ne fonctionne pas très bien car le régime il a à nouveau menacé qu'il va pouvoir fermer également l'internet à nouveau là. Et d'autre part aussi ce qui est important, eh bien le contrôle dans les rues, dans les lieux de travail également est effectué par le régime. Et aussi c'est vrai que la situation économique est très très difficile. Le taux d'inflation parfois pour certains produits atteint 100%. 200%, pour certains médicaments, ça atteint
370% pour certains médicaments. Et donc, bien évidemment, le choix pour les gens qui n'ont pas des moyens économiques, c'est effectivement de se priver, bien évidemment, d'une, disons, de ces médicaments-là. Et donc, si vous voulez, ces derniers temps, il y avait quelques mouvements au niveau, donc, dans les, à peu près, une quinzaine de villes de la part des lycéens, des collégiens également, et contre le régime, contre le système de concours, effectivement, qu'il a envisagé, mais également les examens, etc. Et également, il y avait quelques manifestations de la part des retraités également, car ils sont très sanctionnés sévèrement. Mais le grand mouvement, on n'a pas encore, et bien évidemment, les informations concernant le retour, si vous voulez, du peuple iranien dans les rues, car effectivement, le régime, il est là pour taper, pour écraser. C'est pour cela, effectivement, les gens, ils restent prudents. Mais dans les messages qu'on reçoit, véritablement, il y a toujours ces éléments-là, à part la difficulté de la vie économique, etc., etc. Ils parlent effectivement. On espère finir avec ce régime-là. Bibi n'oublie pas l'Iran. Et donc, également, il y a parfois, il y a des messages comme quoi, eh bien, on est prêt pour redescendre dans la rue. Selon vous, Donald Trump a sacrifié la sécurité des Iraniens et aussi d'ailleurs la sécurité des habitants du nord d'Israël, par exemple, pour des raisons économiques. Et on va terminer là-dessus, Didier. Oui. Visiblement, ça s'est passé ainsi, là. Donc, le président américain, aujourd'hui, par rapport à son contexte individuel, son anniversaire, et disons l'anniversaire de la révolution en Amérique et les contraintes donc à mi-mandat, tous ces éléments-là, on le voit bien évidemment. Mais néanmoins, le président américain avait toujours ces éléments-là déjà dans la tête. Et aujourd'hui, quand il dit, c'était hier soir, visiblement, et que, oui, le régime a changé, et il y a des gens intelligents aujourd'hui, là. Non, c'est une contre-vérité, ce n'est pas ça. C'est pour justifier son rapprochement avec le régime islamiste et terroriste, donc, en Iran. Et donc, sincèrement, à la fois, les Iraniens, mais également des Israéliens, eh bien, ils sont marginalisés, voire abandonnés dans le plan actuel. Mais certains parlaient tout simplement la dernière phrase. Peut-être qu'au moment où le régime, enfin, les Américains seront déçus, car en connaissant la nature de ce régime iranien, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont revenir sur les actions concernant le régime en Iran. Effectivement, puisque ça reste quand même un accord cadre, donc pour l'instant pas véritablement officiel entre guillemets. Merci beaucoup Didier Idiadi.